Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 23 janvier, je vous propose tout d'abord de faire un point sur la situation en Papouasie-Nouvelle-Guinée, environ 2 semaines après les émeutes et les pillages qui ont fait au total 22 morts à Port Moresby et à Lae. Nous irons ensuite dans la péninsule coréenne pour nous pencher sur les tensions qui restent toujours très fortes entre Pyongyang et Séoul. Japon ensuite, où le parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate, vient de proposer une série de réformes internes. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Inde, où le Premier ministre Narendra Modi a inauguré un temple controversé. Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, a annoncé jeudi dernier un remaniement ministériel en introduisant 6 nouveaux ministres dans son gouvernement. La capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Port Moresby, a été le théâtre d'émeutes et de pillages il y a 2 semaines, après que des membres de la police et de l'armée ont fait grève suite à une baisse importante de leur salaire, dans un contexte de forte inflation auquel fait face le pays depuis plusieurs mois. Ce sont au total 22 morts qui ont été enregistrés dans les 2 plus grandes villes du pays où les pillages se sont propagés. Le chef du gouvernement avait proclamé un état d'urgence de 14 jours. Des mesures de contrôle des réseaux sociaux avaient aussi été mises en place pour le reste de la période de cet état d'urgence. Ces émeutes avaient permis d'attirer l'attention sur la frustration du personnel de police et des militaires face à la mauvaise gestion du calcul des taxes sur les salaires. Suite aux émeutes, 6 membres du gouvernement de James Marape avaient démissionné et avaient réclamé la démission du Premier ministre en l'accusant de mauvaise gestion financière. James Marape avait indiqué qu'un remaniement était proche en reconnaissant, je cite, « les problèmes concernant l'économie et la fonctionnalité des agences clés de l'État ». Ainsi, les 6 nouveaux ministres qui ont prêté serment jeudi dernier visent à introduire, je cite, « du sang neuf dans le gouvernement et à reconnaître les alliances dans la coalition », mais c'est une coalition qui est largement dominée par le parti du Premier ministre, le Pangu Pati. Ainsi, parmi les nouveaux ministres, on en compte 4 du Pangu Pati, le ministre des Mines, le ministre du Pétrole, mais aussi le portefeuille de l'Agriculture et celui de la Police au sein du ministère de la Sécurité intérieure qui a été divisé en différentes responsabilités et qui est un poste clé, surtout après les émeutes des policiers et des militaires. Le Parti social-démocrate, le Parti des Verts et le Parti des Ressources unies ont aussi hérité de postes tels que le café ou celui des postes constitutionnels clés, et le vice-premier ministre John Rosso a affirmé que les membres de la coalition travailleraient ensemble en vue des élections générales de 2027. Mais le Premier ministre James Marape reste dans une posture particulièrement difficile et pourrait faire l'objet d'une motion de censure à partir du 9 février prochain. Le quotidien papou néo-guinéen The National a rapporté les propos du député Alan Bird, gouverneur de East Sepik, qui a déclaré que le Premier ministre devait assumer la responsabilité des émeutes policières, que la police ne devait pas être sanctionnée car c'était le gouvernement qui était responsable. Le député a estimé que les émeutes étaient une tâche dans l'histoire du pays et mettait en évidence des années d'échec des politiques censées régler les problèmes sous-jacents de la société, tels que le fort taux de chômage ou encore la hausse rapide du coût de la vie. Le Premier ministre a assuré que l'État soutiendrait financièrement les commerces affectés par les émeutes et les pillages, notamment à travers un système de prêts, une exemption fiscale ou encore un accès rapide au change. Autre annonce, The National a rapporté hier que le Premier ministre avait demandé au ministère du Travail et de l'Emploi de s'attaquer à la question du salaire minimum, qui n'a pas été ajusté depuis 2014, et de l'aligner avec l'escalade du coût de la vie et de l'indice des prix à la consommation. Pyongyang a déclaré vendredi dernier avoir effectué un test d'un système d'armement nucléaire sous-marin en développement, un essai qui intervient dans un contexte d'escalade des tensions dans la péninsule coréenne. L'essai est, selon la Corée du Nord, une réponse aux derniers exercices militaires maritimes conjoints menés en mer orientale par les forces armées sud-coréennes, américaines et japonaises, perçues par Pyongyang comme une grave menace à sa sécurité. Le ministère de la Défense nord-coréen a aussi dénoncé la présence, dans le cadre de ces exercices, d'un porte-avions nucléaire américain,
Présence décrite comme, je cite, « une hystérie de confrontation irréfléchie par l'agence de presse d'État nord-coréenne KCNA ». La défense nord-coréenne a aussi affirmé que la Corée du Nord continuerait, je cite, « ses diverses actions de réponse maritime pour dissuader les manœuvres militaires hostiles des États-Unis et de leurs alliés ». Dimanche, le bureau présidentiel sud-coréen a indiqué que le test en question mené par Pyongyang était, je cite, « probablement exagéré et fabriqué », de même que les 3 tests d'attaque de drones nucléaires déclarés l'année dernière. Une réunion informelle sur la question nord-coréenne, la première de l'année, a aussi été organisée par le Conseil de sécurité de l'ONU, auquel participe en ce moment la Corée du Sud à titre de membre non permanent. Séoul espère ainsi utiliser cette position pour faire avancer les discussions sur la Corée du Nord en sa faveur et dissuader Pyongyang d'actions aventureuses. Radio Free Asia a rapporté que Moscou et Pékin avaient défendu la position de la Corée du Nord lors de la réunion et que le même jour, l'armée nord-coréenne avait fait un essai de tir de missiles balistiques de moyenne portée. En début d'année déjà, l'armée nord-coréenne a fait tirer plus de 300 obus près des îles de Yongpyong et de Bangyong, dans la zone située près de la ligne de limite du Nord, une ligne pensée et dessinée par Washington en 1953 dans la mer Jaune et dont l'emplacement est contesté par Pyongyang. Notons que les 2 Corées avaient signé en 2018 un accord instaurant une zone maritime tampon dans la mer Jaune, un accord qui avait permis la fin des exercices militaires et des tirs dans la zone. Mais les relations bilatérales se sont depuis envenimées et Pyongyang a décidé unilatéralement de rompre cet accord en novembre 2023. Les tirs répétés de l'armée nord-coréenne ont poussé l'état-major sud-coréen à déclarer, il y a 2 semaines, que l'accord sur la zone maritime tampon était devenu inactif. Au Japon, le parti au pouvoir a créé un groupe de travail chargé de proposer des réformes au sein du parti suite à un scandale financier qui est venu ternir un peu plus l'image du Parti libéral-démocrate. Le groupe de travail a proposé de dissoudre les différentes factions du parti et de mettre en place, à la place, des groupes de politique, des sortes de groupes de travail proposant des politiques dans des domaines précis et qui seraient, je cite, complètement séparés de l'argent et du personnel, c'est-à-dire incapables de faire pression sur le Premier ministre pour nommer des membres de leur groupe au gouvernement ou parmi les cadres du parti. Le quotidien japonais Asahi Shimbun précise que le groupe de travail propose aussi d'interdire à ces futurs groupes de politique de se réunir en dehors du quartier général du parti et a indiqué qu'en cas d'activité illégale, le parti enquêterait et pourrait demander la suspension ou la dissolution du groupe en question. Le groupe de travail appelle aussi à renforcer les sanctions disciplinaires contre les députés du LPD accusés de corruption. Notons que le Premier ministre, Fumio Kishida, a déjà annoncé sa décision de dissoudre sa propre faction, celle dont il était à la tête avant de démissionner en décembre, après qu'il a été reconnu que la faction n'avait pas listé tous les revenus des activités de levée de fonds dans ses rapports de financement politique. L'enquête qui est en cours contre un ancien comptable de la faction Kishida parle de 30 millions de yens non déclarés, environ 186 000 euros, un scandale qui est venu fragiliser un peu plus son gouvernement. Quant à la faction Nikkei, aussi sous le coup d'une enquête pénale, on parle de 380 millions de yens de dépenses et de revenus non déclarés, soit 2,35 millions d'euros. Une somme importante, mais bien moindre que les 1,35 milliard de yens, soit 8,36 millions d'euros, de la faction de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné en 2022, qui est aussi sous le coup d'une enquête pénale. Le Premier ministre indien Narendra Modi a participé hier à la cérémonie de consécration du temple de Ram à Ayodhya, dans l'état de l'Uttar Pradesh, un temple hindou à l'histoire controversée sur fond de tensions raciales et religieuses. La ville d'Ayodhya, une des 7 villes saintes de l'hindouisme, est considérée comme le lieu de naissance de Ram ou Rama, ancien roi d'Ayodhya et 7e avatar du dieu Vishnu. Le nouveau temple, un projet de 3 hectares dont le coût s'élève à 217 millions de dollars financés par des dons privés, est un projet controversé en Inde. Ce temple est construit sur les ruines de la mosquée de Babri, une mosquée qui date du XVIe siècle de l'Empire moghol et qui a été détruite en 1992 par des fondamentalistes hindous, un événement auquel est liée la mort de près de 2000 personnes et qui laisse un goût amer aux musulmans indiens. La destruction de cette mosquée était déjà revendiquée par le BJP, le parti de Narendra Modi, depuis les années 80. Le parti avait même fait campagne en amont des législatives de 1989 pour la détruire et a ensuite participé à sa destruction en 1992.
car la mosquée a été construite à l'époque, au XVIe siècle, sur un lieu sacré hindou où se tenait un temple de Ram. Notons que le Premier ministre promeut depuis son accès au pouvoir la politique dite de l'Hindutva, qui consiste à définir la culture indienne en termes de valeurs hindoues. La construction de ce temple fait donc partie de ses promesses électorales, le Premier ministre étant en pleine campagne politique en vue des élections législatives qui se tiendront en avril et en mai prochain. C'est dans ce contexte que la cérémonie d'hier a été boycottée par de nombreux membres de l'opposition qui estiment par ailleurs que la participation à ce rituel d'un Premier ministre en exercice contrevient au principe de laïcité inscrit dans la Constitution indienne. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.